Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast du comité réanimation de la Société française d'anesthésie réanimation. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Warda pour initier la série d'échanges avec des patients et des proches qui ont vécu un séjour en réanimation. Bonjour Warda, je me permets de te présenter. Je te tutoie car on se connaît depuis quelques années. Tu as 43 ans et tu as eu il y a quelques années un problème de plaquettes sanguines, des petites cellules du sang qui étaient trop basses et qu'on appelle un purpura thrombopénique idiopathique en 2005. Il a fallu notamment l'année d'après te retirer la rate. Par la suite, tu as été hospitalisé en 2015 pour ce qu'on appelle un purpura fulminans, qui est une infection grave, et tu as été hospitalisé au sein d'une réanimation polyvalente. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé au début de ton hospitalisation ? En fait, je commençais par une grosse fièvre qui m'est tombée d'un coup et ça s'est accéléré très vite par de diarrhée et vomissement. Et après, ça s'est enchaîné par une hospitalisation. Et par contre, dans ce moment-là, j'ai eu plusieurs coupures de perte de connaissance, ce qui fait que j'ai pas mal de trous, ce qui s'est passé en fait à la suite. D'accord. Et tu as eu en fait ce qu'on appelle un purpura fulminans, c'est une infection grave qui atteint tous les organes également et des défaillances d'organes. Il a fallu t'hospitaliser vers un CHU. Est-ce qu'il y a des moments importants dont tu te souviens, des moments pas faciles, des moments importants durant ton séjour ? Oui, c'est le moment où je voyais en fait ma vie qui est en train de basculer, des choses qui se passaient très très vite et mes enfants qui me faisaient des petits coucous de loin en partant de chez moi. En pensant que j'avais des choses banales et en arrivant aux urgences, les choses qui se sont bien vite accélérées, que ma vie a été engagée et je me souviens qu'au fond de moi, j'étais en train de me dire il faut que je m'accroche parce que j'ai pas envie que mes enfants soient orphelines. Donc, je me suis accrochée à tout pour que je puisse rester avec mes enfants. Donc, ouais, c'était des moments durs. Je crois que dans le lit, tu me disais que tu as l'habitude de dormir à plat ventre. C'était comment quand tu étais en réanimation ? Aïe, 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 c'était très dur parce que déjà en me réveillant, en me trouvant tout branché partout et que je dirais qu'en fait on est un peu dans le délire parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait et je refusais à voir ce qui se passait et pourtant j'étais branchée partout, j'étais bandée de partout, de la jambe aux fesses et du bras aux épaules, mais au fond de moi, en fait, j'ai refusé à voir ce qui se passait. Je voyais pas comment j'étais, mais j'étais en train de... au bout d'un moment, je dirais que le cerveau s'arrête. Et quand on reprend, parce que je suis restée longtemps dans le coma, et quand je me suis réveillée, je reprends là où je m'étais arrêtée quand j'étais chez moi. Entre de voir mes enfants me faire un petit coucou et les ambulances m'amener à l'hôpital et tout le reste c'est un trou total, j'ai rien du tout. Donc j'ai beau être branchée, beau être au lit, je ne comprends pas et je refuse à comprendre. À partir du moment où j'ai commencé à vouloir aller aux toilettes, je demande à une infirmière que j'ai envie d'aller aux toilettes. Là, l'infirmière me dit non, ce n'est pas possible, vous pouvez pas bouger. Et là, c'est moi qui le prenais pour une malade. Je dis non, moi je vais très bien, j'ai mal nulle part, j'ai envie d'aller aux toilettes. Sauf que là, en fait, tout mon corps a été ravagé partout. Et j'étais arrivée à un point où on pensait que j'allais pas survivre. Mais avec les médicaments les médicaments qu'on m'a mis sur moi, ça tombait un petit peu, comment dire, je viens même à pas voir la réalité en face. Le cerveau, il s'est enfermé et il reste sur le passé, non pas le présent, en fait. Tu as eu peur de mourir pendant ton séjour ? Tu l'as ressenti, ça ? On n'a pas le temps d'y penser, en fait. J'ai pas eu le temps d'y penser. Et je reviens justement sur la question que tu m'avais posée parce que je me suis écartée de la question à propos du moment où j'étais restée dans le lit. Moi, j'avais l'habitude de dormir à plat ventre et là, je suis restée sur le dos pendant plusieurs semaines et j'avais trop mal au dos. On me disait de ne pas bouger et moi, quelqu'un qui
je suis quelqu'un qui est un peu active. Le fait de rester au lit sans bouger, j'y arrivais pas. J'étais tout le temps en train de remuer les pieds, remuer les jambes, alors que je suis branchée partout. Il y avait des moments même, je me marchais sur la sonde, je m'étirais et je me faisais très mal. Jusqu'à un moment où ils en ont eu marre parce qu'à chaque fois que je bougeais trop, ça faisait déconner les appareils et ils ont dû rentrer dans ma chambre et essayer de tous les moyens possibles pour m'attacher. Et moi, je me bataillais pour pas me laisser attacher. Donc, c'était des moments très, très douloureux, oui. Et tu as reçu des produits sédatifs pendant près d'une quinzaine de jours, le temps que ton état général, qui était très grave, se stabilise. Tu as pu être extubé à peu près 3 semaines après ton entrée. Il a malheureusement fallu remettre la sonde d'intubation sous anesthésie générale 5 jours plus tard, parce que tu as fait ce qu'on appelle une pneumonie, une infection pulmonaire. Et on a à nouveau retiré le tuyau 5 jours plus tard. Est-ce que tu te souviens ces moments où tu as été intubé, où tu as gardé le tuyau dans la bouche ? Il y a des parties de moi, oui, que je m'en souviens quand j'étais intubée parce que c'était des moments très désagréables et j'avais encore la gorge qui était irritée et que j'arrivais pas à avaler la salive. Ça durait pendant longtemps. Tu avais l'impression comme si tu avais le feu, tu avais des blessures dans la gorge. Oui, c'était très, très désagréable. Oui, je me souviens très bien. Je m'en souviens très bien. Et au final, on a diagnostiqué une bactérie très agressive dans ton sang, qu'on appelle le pneumocoque, qui était responsable des atteintes que tu as eues notamment aux 4 membres et au bout du nez, avec des signes de nécrose qui se sont rapidement étendus. Je le dis pour les auditeurs qui ne te voient pas, il a fallu t'amputer initialement de 3 doigts de chaque main, puis quelques jours après, devant la mauvaise évolution, malheureusement, les 2 mains jusqu'aux avant-bras. Une semaine après, il a été nécessaire d'amputer d'abord la jambe droite, au niveau du tibia, et 15 jours après, la jambe gauche. Quels ont été les moments les plus éprouvants pour toi dans cette période ? D'abord, en fait, c'est des choses qui se font très vite. On ne laisse pas le temps à la personne de réfléchir et prendre une décision parce que la maladie s'accélère en vitesse pas possible. Donc, au moins, quand on m'a annoncé cette nouvelle-là au début, sur les mains, je passais une journée à pleurer sans pouvoir se projeter quoi que ce soit. Je dirais qu'en fait, je sais pas comment je peux l'expliquer. Les médecins, ils sont là peut-être pour faire du travail. Ils pensent vraiment à bien faire et à sauver la personne, mais ils ont pas, en fait, je pense qu'ils n'arrivent pas à se mettre à la place de la personne et se poser la question, qu'est-ce qu'il voudrait cette personne-là? Et si on vient de l'amputer, qu'est-ce qu'elle deviendrait? Et est-ce que si on était à la place de cette personne, est-ce qu'on accepterait ça ou quoi que ce soit? Il y a aussi des manques d'explications en fait parce que c'est vrai, je me pose aussi la question, est-ce qu'avec les médicaments on m'expliquait les choses et c'est moi qui refusais à les entendre ou à les comprendre, je ne sais pas, mais je pense que il manquait aussi des explications. Je pense que l'équipe, globalement, a dû réfléchir et c'est impossible de se projeter à la place de quelqu'un. On est qui pour décider du sort de quelqu'un quand on a trop d'interrogations pour la vie future, surtout qu'il faut rappeler, à l'époque, tu avais 35 ans, pas loin, 34 ans. Est-ce que tu regrettes ce qui a été décidé de t'amputer des 4 membres ? Pas par toi, bien sûr, mais par l'équipe qui a dû prendre des décisions à ta place en informant ta famille ? C'est une question un peu dure parce qu'en fait chaque personne est différente. Aujourd'hui cette situation m'a renforcée encore, elle m'a fait devenir une autre personne parce que avant j'étais quelqu'un qui était très très réservé et qui avait une vie complètement différente. Aujourd'hui j'apprends à m'ouvrir et je suis très curieuse de nature, mais ce moment-là, comme j'étais réservée, j'osais pas aller au fond de ma curiosité. Aujourd'hui je suis plus ouverte et il y a rien qui me freine, j'avance sans limite. Donc oui, il y a une époque je regrettais, j'en voulais énormément les personnes qui ont pris la décision de mes amputations. Je me disais j'aurais préféré qu'on me laisse partir parce que
Après, une fois que je suis rentrée chez moi, j'avais l'impression que j'étais un poids pour tout le monde. J'avais l'impression d'être un animal au zoo quand j'étais sur la route. Les gens qui s'attiraient tous l'attention en me voyant. Je faisais un peu honte à mes enfants quand je sortais avec eux. Ils avaient du mal à supporter le regard et la façon de me voir ou la façon, en fait, j'étais quelqu'un comment dire, j'étais le noyau dans la maison qui tenait tout à la maison et du jour au lendemain, en fait, on m'a levé cette place-là et ma fille est née et mon mari est obligé de prendre la place et leur place à eux et ma place à moi que j'avais. Et c'était très lourd pour tout le monde. Donc, c'est sûr qu'une fois qu'on sort, on sort avec beaucoup de colère et beaucoup d'angoisse, en se posant mille questions. Est-ce que mon mari va rester là? Est-ce que je vais être belle comme avant? Est-ce que, sans compter qu'en fait, quand on est enfant, on apprend beaucoup de choses en grandissant au fur et à mesure. Là, j'étais adulte, j'avais tout appris et il a fallu tout recommencer à zéro pour tout reprendre. Donc, c'était lourd et très angoissant et horrible. Aujourd'hui, je vois les choses différemment parce que j'évolue avec ça. Je me bats et surtout je me dis il faut que je reste un exemple pour mes enfants, à leur donner cette force-là en leur disant que la vie elle n'est pas toujours en rose, qu'on soit handicapé ou pas handicapé, c'est un combat de tous les jours, il faut continuer à se battre, n'importe quelle barrière qui vient se mettre devant nous, il faut continuer à l'enfoncer. Donc, je peux pas dire que je les en veux maintenant. Mais oui, il y a un moment où je les en voulais beaucoup. Bon, je peux confirmer pour les gens qui te voient pas que tu es très belle, Warda, et très ouverte aux autres. Merci. Et est-ce que tu peux nous parler brièvement de la sortie de la rééducation? Tu as été transférée dans un autre hôpital capable de faire du renforcement et d'appareiller tes membres inférieurs. J'ai commencé d'abord quand je suis rentrée en rééducation, on a commencé par travailler la musculation et le renforcement de tout parce que mine de rien, l'effet que je suis restée alitée pendant des mois, tout lâche, tout le corps devient tout moule, tout mou. Donc on réapprend à remuscler ce corps qui a été lâché partout. Mais bon, j'étais quelqu'un, comme je disais depuis le début, j'étais quelqu'un qui est très active. Donc, plus on me faisait travailler, plus j'en demandais. Donc, ça m'a beaucoup aidé jusqu'à aujourd'hui à continuer à avancer avec ces prothèses et à les supporter parce que ça demande sans arrêt des activités physiques. Donc, oui, j'étais bien encadrée dans le centre où j'étais, bien entourée, ils me font bien travailler, donc je dirais oui, je peux qu'à dire merci à tout mon entourage, qui soit au centre de rééducation où j'étais, au centre d'hospitalier de réanimation où j'étais, et mes proches, ma famille, mes amis, parce que je dirais qu'ils étaient tous là, et grâce à eux, je suis encore là, à toujours garder l'espoir et le sourire. Je voulais aussi te demander, Warda, comment s'est passé le retour à la maison une fois que tu as été appareillée au centre de rééducation? Je dirais que c'est un moment un peu compliqué, très dur, parce qu'en fait, pendant le moment où j'étais au centre de rééducation, j'étais tellement bien encadrée, bien soutenue. La moindre problème, on a les personnels qui sont là. Le moindre bobo, c'est les médecins qui prennent les rendez-vous à gauche à droite où on en a besoin. Ou les besoins qu'on a sur place, il y a toujours les infirmières ou les aides-soignantes. Mais quand on rentre chez nous, en fait, on est lâché à nous-mêmes et c'est à nous de se débrouiller et se patouiller comme on peut. C'est là où ça demande, c'est vrai, un caractère un peu ferme pour pouvoir ne pas lâcher parce qu'il y a de quoi à lâcher en fait. Hein. Du coup, en fait, il y a eu des moments, c'était très dur. Hein. Moi, pendant longtemps, en fait, j'étais tellement en colère et j'en voulais le monde entier. Hein. Je partais aller marcher beaucoup
pour essayer d'évacuer tout ce que j'avais dans le cœur, parce que je voyais en fait, je le faisais payer à tout le monde, que ce soit ma famille, mes amis, les auxiliaires, tout le monde y chargeait, et c'était aussi douloureux pour moi, mais je savais pas trop comment le gérer. Donc ma façon d'éviter tout ça à tout le monde, c'était d'aller marcher. Je partais aller marcher. Il y a aussi tout ce qui est documents administratifs. Tu rentres chez soi, enfin je suis rentrée chez moi, il y avait un tas de démarches administratives à faire et à placer, qui soient à la maison, les auxiliaires, l'URSSAF, tout ça. En fait, on ne t'apprend pas comment le faire. Hein. Tu sors dehors et tu apprends tout seul. Et là, sur le coup, il y avait des moments, j'étais tellement en colère, hein, parce que je voyais que je bataillais toute seule et j'avais aucun soutien, et que j'ai dû appeler au départemental pour m'expliquer, pour m'exprimer. Et là, eux encore, ils avaient du mal à me comprendre. Donc, sur la colère, j'ai tout vidé sur eux, sur la personne qui était au bout du fil. Je m'en veux parce que c'est vrai, il était pour rien, mais en même temps, j'avais besoin de me faire écouter. J'avais besoin de l'aide, j'avais besoin de soutien, de l'accompagnement. Et cet accompagnement-là et le soutien-là, on a l'impression qu'on ne le sent pas. Donc, c'était très dur. Tu penses que si tu avais eu un suivi post-réanimation, après la rééducation un peu mise en place avec un suivi psychologique, nutritionnel, social, notamment, les choses se seraient passées différemment? Oui, je pense, oui. Je pense. C'est justement, en fait, c'est ce qui m'a aidé quand j'étais en rééducation. Je faisais beaucoup de sport. Donc, une personne qui le pense pas ou qui a pas l'énergie à continuer après la rééducation, il lâche vite et tombe très bas. Moi, je dirais qu'en fait, à chaque fois, j'avais des moments très, très durs. Mais alors, il y a des moments très durs que je descendais très, très bas. Je m'enfermais sur moi parce que je voyais que c'était horrible, j'arrivais pas à gérer, personne n'arrivait à gérer. Et puis je m'enfermais, je dormais pendant des heures et des heures et des heures. Et pendant le moment où je dormais, en même temps, mon cerveau continuait à travailler. Comment je pouvais trouver une solution pour sortir de là? Comment, jusqu'au moment où j'arrive à trouver une petite trou pour sortir au bout du tunnel et recommencer à monter tout doucement. Mais sauf qu'il y a des moments où tu montes très haut et puis tu descends très très bas. Parce qu'à chaque fois, les choses, ils s'additionnent tout le temps. Donc, ça demande beaucoup d'énergie et de l'accompagnement, du soutien un peu partout. Et là, c'est vrai, je remercierai jamais aussi le club d'athlétisme là où je suis parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu là-dessus. Oui. Tu cours? Le sport. J'ai cours et bizarrement en fait depuis que je suis amputée, j'ai touché pas mal d'activités sportives. J'ai cours, j'ai fait la plongée, j'ai appris à nager alors que je ne savais pas nager pendant ma valide. J'ai fait le ski nautique, j'ai fait le rugby fauteuil, j'ai fait l'escalade. J'en ai touché beaucoup et c'était magique, oui. Et ça m'a donné à continuer, ça m'a donné l'espoir en fait et l'envie de continuer à avancer et l'amour de la vie. Et comment tu vas maintenant là? Tu fais quoi de tes journées? C'est quoi tes projets? Alors aujourd'hui, je suis sur un projet professionnel. Actuellement, je suis en train de faire une formation, une préorientation afin de pouvoir m'orienter sur un travail. Ça, c'est un projet qui m'a toujours retenu depuis longtemps. D'ailleurs, je l'avais avant de tomber malade, parce que sur le moment où je suis tombée malade, j'étais en pleine de préparation d'examen. Et malheureusement, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Donc, ce projet-là, il m'était resté toujours à cœur. Et j'ai dit qu'il faut absolument que j'arrive à aller jusqu'au bout. Et j'ai jamais lâché. J'ai la chance que maintenant, j'ai pu avancer. Je commence à garder l'espoir parce que quand même là où je suis arrivée, il y a eu beaucoup de travail. Donc, je suis en train de m'orienter sur un travail en tant qu'agent de secrétaire médico-social.
Donc, en ce moment, je suis justement en stage en réanimation à un secrétaire médico-social et ça se passe très, très bien. C'est une excellente nouvelle. Warda, je te remercie beaucoup pour ce témoignage très précieux et j'espère que les auditeurs et les auditrices sauront l'apprécier. Et je vous conseille de retrouver l'ensemble du contenu de notre podcast, ARPod, sur toutes les plateformes de podcast et pensez à vous abonner. À bientôt. Merci, à bientôt.